Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de ce 21 octobre 2021. Tout Djibouti a rendu hommage à Mme Fadoum Ahmed Habani. Dans l'actualité, troisième journée de la conférence sur le travail, l'emploi et la migration d'une main-d'œuvre. En Libye, une conférence internationale pour consolider la transition à l'approche d'élections a lieu aujourd'hui. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce magazine de la rédaction sur le parcours de feu Fadoum Ahmed Habani. La suite avec Ali Abdillahi. On a perdu une des figures de proue de l'indépendance nationale. Hadjia Fadoum Ahmed Habani a été rappelé à Dieu lundi 18 octobre à Djibouti. Hadjia Fadoum Ahmed Habani, une des figures emblématiques de la mobilisation féminine pour notre indépendance nationale. La défunte n'est autre que l'épouse du pionnier de l'indépendance du pays, feu Mahmoud Harbi. Les Djiboutiens et les Djiboutiennes se souviendront longtemps de la défunte pour ses vertus multiples, notamment de sa résilience face aux aléas de la vie et son patriotisme hors norme. Citoyenne modèle, elle aura beaucoup œuvré aussi en faveur du renforcement du statut de la femme djiboutienne dans notre pays, notamment au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, dont elle fut l'une des figures de proue. Elle a été également l'une des premières vice-présidentes de l'UNFD. Connue pour son intégrité et son amour indéfectible pour son prochain, la défunte laisse derrière elle une fille, 5 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Les messages de condoléances affluent à la rédaction de la radio-télévision de Djibouti. En effet, le président de la République et la première dame ont tous deux salué la mémoire d'une femme modèle. Le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pour sa part loué les vertus multiples de la défunte Hadjia Fadoum Ahmed Habani. Les funérailles de la défunte ont lieu en face du Brico-Discount derrière Cité Saoudi. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et je vous l'annonçais dans les titres, la troisième journée de la conférence de l'IGAD sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre s'est ouverte ce matin sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement. Cette conférence, qui revêt un caractère significatif, a été rehaussée par la participation du ministre du Travail, des pays membres de l'IGAD, des partenaires sociaux qui résident à Djibouti, avec la participation notamment de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Au cours de ces 3 jours, une problématique, celle du travail, l'emploi et la migration. Aujourd'hui, il faut rappeler que les pays membres de l'IGAD, qui enregistrent une forte croissance démographique, font face à des défis structurels liés notamment à la création d'opportunités d'emploi. Pour pallier donc à cette problématique et mieux lutter contre la pauvreté, l'inadéquation entre la demande et l'offre de main-d'œuvre, la faiblesse des systèmes d'information sur le marché du travail, l'emploi précaire, informel, souvent cités comme les principaux défis des économies nationales de la région. Dans une perspective plus large, il convient de noter que cette conférence consiste tout d'abord à améliorer les opportunités de mobilité, réglementer ainsi une main-d'œuvre de travail décent dans les États membres de l'IGAD grâce au développement de modèles d'intervention dans le contexte plus large du processus d'intégration régionale. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre le mot du coordinateur du système des Nations Unies à Djibouti. Droite ligne des efforts de l'Union africaine à travers la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la région de l'IGAD, en tant que l'une des communautés économiques régionales, et ses États membres ont pris les mesures importantes pour faire progresser l'intégration régionale dont la libre circulation des personnes est un pilier essentiel.
À cet égard, je voudrais féliciter l'IGAD d'avoir adopté le protocole sur la libre circulation des personnes dans la région de l'IGAD lors de sa 72e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Sa mise en œuvre jouera un rôle clé dans la facilitation de la libre circulation des personnes, l'intégration régionale, le commerce et l'investissement dans la région. Mesdames, Messieurs, malgré une croissance économique forte enregistrée dans l'ensemble de la région, elle ne s'est pas encore traduite par la création suffisante d'emplois durables. Les marchés du travail ont du mal à absorber chaque année un grand nombre de candidats à l'emploi. L'absence d'une base économique diversifiée, un accès limité à l'éducation, à des formations qualifiantes adaptées aux besoins de main-d'œuvre, ainsi que l'absence de la protection de base excluant de nombreux jeunes et de travailleurs la pleine participation à la croissance économique et au développement de leur communauté et de leur pays. Cette situation explique en grande partie la migration de tant de jeunes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi vers d'autres régions, où la demande de travailleurs dans des secteurs spécifiques et dans des conditions plus décentes et plus dynamiques. Quant au ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, il a tout d'abord rappelé le but de la mise en place d'une plateforme de consultation pour les ministres du Travail de l'IGAD et la validation des lignes directrices de l'IGAD sur les accords bilatéraux de travail produits dans le cadre du projet IGAD-OIT sur la libre circulation des personnes. Nous écoutons le ministre du Travail. Cette rencontre qui se tient dans un contexte particulier où l'épidémie de la Covid-19 perdure dans la plupart de nos pays, nous rappelle à suffisance que notre sous-région est décidément bouleversée par la pandémie et que nous devons nous adapter aux nouvelles circonstances pour construire un monde de travail plus résilient grâce au développement durable, au travail décent, à l'emploi productif et à l'inclusion sociale. À travers cette initiative, nous sommes amenés à redoubler d'efforts et à créer une nouvelle dynamique autour d'une vision de responsabilité et de solidarité. C'est une invitation à traduire dans les faits nos politiques publiques en matière d'emploi et à être conformes à nos feuilles de route gouvernementales qui expriment nos positionnements par rapport à la promotion de l'emploi. Et de fait, à Djibouti, nous avons fait le choix d'accorder la priorité des priorités à l'emploi et à la mise en place d'une coalition multipartite pour le contrat social, pour le contrat national de confiance pour l'emploi initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Aujourd'hui, je note avec plaisir le caractère solennel de cette conférence qui témoigne de la haute importance que revêt cette problématique et offre à notre jeunesse de meilleures perspectives d'emploi. Un mouvement est lancé et la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour du présent événement nous conforte quant à l'indispensable soutien de chacun pour affronter cette question d'emploi des jeunes devenue un phénomène mondial. Et prenons la parole en dernier. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a tout d'abord indiqué le but premier de la mondialisation. C'est un réel plaisir pour moi de parrainer un événement qui réunit tous les pays frères de l'IGAD afin de discuter, d'échanger et de trouver des solutions ensemble sur une thématique ô combien importante pour l'avenir de nos concitoyens de l'IGAD et de l'Afrique de façon générale. Parler du travail et de l'emploi revient de façon substantielle à parler de la problématique du chômage. Le chômage est un problème de développement multidimensionnel qui doit être résolu à travers des partenariats multipartites pouvant s'attacher
à développer des solutions holistiques pour relever les défis importants du chômage, en l'occurrence chez les jeunes. Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en l'absence d'espoir pour leur avenir, les jeunes Africains deviennent la proie facile des groupes terroristes ou des trafiquants d'êtres humains qui leur promettent l'Eldorado et ils finissent par périr. À ce sujet, je n'ai pas vu des chiffres de cette situation dans la note conceptuelle de cette conférence. Toujours est-il que c'est un paramètre à ne pas négliger. Je suis sûr que l'expertise en tiendra rigueur pour proposer les différentes recommandations. En parlant des recommandations, comme vous le savez sûrement, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, de l'Union africaine, nous avons affirmé notre volonté d'éliminer le chômage des jeunes, hommes et femmes, de garantir le plein accès des jeunes à l'éducation, à la formation et aux compétences à la technologie, aux services de santé et aux opportunités économiques. Nous nous sommes engagés également de leur apporter les moyens financiers et les ressources nécessaires pour leur permettre de réaliser tout leur potentiel. J'évoque effectivement ces résolutions parce que chaque pays que vous représentez ici s'est lancé depuis lors sur des réformes institutionnelles, juridiques et organisationnelles pour rendre efficients et effectifs ces engagements. C'est pourquoi, depuis mai 2021, nous avons à Djibouti réorienté et élargi les missions du ministère du Travail en mettant l'accent sur la protection sociale par le biais du mécanisme de la formalisation. Bien que ces mesures ont été accompagnées à la mise en place des programmes à caractère palliatif et complémentaire, tels sont les cas des politiques de formation professionnelle, des professionnels politiques, des créations d'emplois par les travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre et politiques de promotion de l'emploi autonome sont autant d'interventions qui ont connu un essor considérable à Djibouti. Je suppose que les mesures sont similaires dans vos pays respectifs. Dans l'actualité également, cette signature d'une convention de partenariat. Eh bien, c'est un grand pas pour le Fonds de garantie de Djibouti qui a donc hier la délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, accompagné de notre ambassadeur en Turquie, Aden Hussein Abdullahi, ont eu une rencontre avec le Fonds de garantie de Turquie. Objectif étant la signature d'une importante convention de partenariat. Cette signature est le partage d'expériences, sachant que le Fonds de garantie turc est opérationnel depuis une trentaine d'années, contre 2 petites années pour notre Fonds de garantie. La convention de partenariat signée avec le Fonds de garantie turc va nous permettre de développer essentiellement la partie finance islamique et le pourquoi, pour comment améliorer notre fonds de garantie, un modèle sur lequel nous nous basons essentiellement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui une délégation conjointe d'experts issus des organisations britanniques Frontline Children et DIFHUB, 2 organisations spécialisées dans la prise en charge des enfants à besoins spéciaux et notamment ceux atteints de surdité. La délégation répondait ainsi à une invitation du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale pour dispenser une formation à 12 spécialistes du langage des signes. Eh bien, ces experts devront assurer une formation de 4 semaines pour donner aux formateurs des compétences et des qualifications de niveau 1. Arrivé aujourd'hui même dans le pays, le ministre a chaleureusement accueilli cette délégation et mis l'accent notamment sur l'intérêt de la formation des formateurs que les experts vont dispenser à partir de dimanche prochain. Cela
va également renforcer les compétences et les qualifications de nos experts qui vont à leur tour dispenser des formations de qualité pour les établissements scolaires. Pendant une première semaine, ce mois-ci, vont encadrer, former une équipe de formateurs. Donc, c'est une formation de formateurs qui va se faire. Les objectifs derrière cette formation sont une volonté ferme, une volonté politique éducative ferme en faveur de tous les enfants djiboutiens. Et cette fois-ci, c'est l'école inclusive qui est mise en exergue à travers ces actions, puisque ces formations de formateurs vont nous permettre de mettre en place des formations pour les enseignants qui, à leur tour, vont prendre en charge les élèves à besoins spéciaux. Cette action va être reconduite 3 autres moments au mois de novembre et c'est une formation certifiante qui est offerte aux formateurs pour qu'ils puissent mettre en place des formations de qualité à terme. Et nous allons à Tadjoura pour parler santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et sa délégation se sont rendus à Tadjoura dans le cadre d'une tournée de supervision de la campagne accélérée de vaccination contre la Covid-19. Accueilli à sa descente du bateau par le préfet Hassan Dabale, du président du conseil régional, Omar Hussein, le ministre de la Santé a d'abord pris part à l'atelier de mise en place du comité transfrontalier de lutte contre la Covid-19 pour le corridor Tadjoura-Balhou. La mise en place de ce comité du corridor subnational répond à la nécessité de faciliter la mise en œuvre des activités de lutte approuvées tant sur le plan de la prévention que du contrôle dans cette zone. Grâce au soutien de l'IGAD et au financement de l'Union européenne, ce dispositif intervient dans le cadre de la réponse face à la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Et dans une allocution que vous entendrez, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a d'abord rappelé la lourde tâche qui incombe aux membres du dit comité et l'importance d'une surveillance accrue et coordonnée à la frontière de Balhou. Et dans son intervention, Dr Ahmed Roblé Abdili a d'abord exhorté les Tadjouriennes et Tadjouriens de profiter pleinement de cette campagne en se faisant vacciner massivement. Il faut comprendre que la vaccination, c'est pour tout le monde. Dans les autres pays, ils vaccinent jusqu'à l'âge de 12 ans. La vaccination, c'est même pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils vaccinent jusqu'à l'âge de 11 ans. Ils vaccinent de 11 ans jusqu'à 90 ans. Ils vaccinent. Ils vaccinent même les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Ça, c'est dans les autres pays. Mais nous, on va aller doucement. Nous avons voulu vacciner toutes les personnes majeures, adultes, à partir de 18 ans. Nous voulons aussi vacciner les femmes qui allaitent, mais dont les bébés a grandi déjà, plus de 6 mois. Alors, on vaccine qui? La vaccination, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Et on commence par qui? On commence par les personnes âgées, on commence par les gens qui ont des maladies. Donc, il ne faut pas dire que moi, je suis malade. Vous êtes prioritaire même. Si vous avez le diabète, si vous avez le cholestérol, si vous avez le jaundice, c'est-à-dire l'hépatite, si vous avez le problème des reins, si vous avez n'importe quelle maladie, vous devez être en priorité d'abord. On commence par ces gens-là. Vous comprenez, non? C'est ce qu'on appelle les personnes cibles. Ce sont les personnes qui sont avec une maladie associée. Donc ces gens-là doivent d'abord se vacciner. Donc il n'y a aucune raison. Et place cette fois au point de presse sur l'évolution de la situation de Covid-19 dans notre pays. Point de presse qui nous est fait quotidiennement par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab. La pandémie de la Covid-19, nous enregistrons depuis quelques jours une baisse significative du nombre de cas, parallèlement à l'augmentation du nombre de personnes vaccinées
dans l'ensemble du territoire national. Continuons donc à nous mobiliser massivement pour la vaccination contre la Covid-19 pour que nous ne perdions pas encore un de nos proches. Concernant les données épidémiologiques, elles se déclinent ainsi. Nous avons 8 patients déclarés guéris, 670 tests réalisés et nous avons 6 cas positifs et nous n'enregistrons pas de décès. Ainsi, le taux de positivité est actuellement de moins de 1%, c'est-à-dire 0,91%. Quant au nombre de personnes vaccinées, il est de 54 667, soit 980 personnes vaccinées en 24 heures. Le bilan global de la situation de la pandémie Covid-19 depuis son début est de 232 662 tests réalisés, 13 429 personnes diagnostiquées positives, 13 169 personnes déclarées guéries et nous avons enregistré jusqu'à maintenant 181 personnes décédées. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Merci. Le ministère délégué chargé de la décentralisation a organisé ce matin une réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales dit ADIL au Palais du Peuple. Cette réunion du comité de pilotage permettra de présenter les avancées réalisées au cours de 12 derniers mois et de développer ainsi les perspectives en termes d'activité. Pour rappel, le programme ADIL comporte 3 grandes composantes que sont l'amélioration du financement et du développement local, les appuis institutionnels nécessaires pour l'utilisation des ressources et l'atteinte également des performances de développement local et l'appui à la conduite du haut pilotage global de la réforme de la décentralisation. L'ordre du jour de cette réunion étant de voir l'état d'avancement des activités de la DIL. Pouvoir établir ces plans de développement régionaux. Et enfin, on va vous expliquer un petit peu la démarche qui est en train d'être menée concernant l'étude sur les services publics en région. Parce que certes, ADIL est là pour accompagner la réalisation d'infrastructures dans les régions, mais nous avons aussi comme ambition et comme demande de la part des autorités djiboutiennes d'accompagner la structuration de services publics dans les conseils régionaux. Et donc après cela, comme l'a dit Fardouza, nous allons faire un point sur le suivi budgétaire du projet et puis vous présenter le plan d'action pour les mois à venir. Quant à la directrice de la perspective et du développement territorial, elle a rappelé que le programme ADIL est un projet d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Vous savez, le programme ADIL est un projet d'appui au processus de la décentralisation et aux initiatives locales qui a débuté en janvier 2020 et qui va durer jusqu'en 2024 pour 4 années. Pour rappel, le programme ADIL comporte 3 grandes composantes qui sont composante 1, donc l'amélioration du financement du développement local par la mise à disposition des conseils régionaux des ressources d'investissement sous leur maîtrise d'ouvrage. Composante 2, les appuis institutionnels nécessaires pour l'utilisation de ces ressources et l'atteinte des performances en termes de développement local. Composante 3, enfin, l'appui à la conduite et au pilotage global de la réforme de la décentralisation. À ce stade, nous pouvons nous réjouir, entre autres réalisations, de la mise en disposition des fonds d'investissement aux conseils régionaux pour la réalisation des projets prioritaires pour 2020 et 2021, de la consolidation des conseils régionaux avec le renforcement de leur staff, avec la création de 3 postes, le poste de secrétaire général, le poste d'ingénieur et le poste d'assistant comptable. La révision des plans de développement régionaux, qui sera bientôt finalisée, Inch'Allah. Le renforcement des capacités pour l'ensemble des acteurs de la décentralisation.
Et Inch'Allah, très prochainement, bien sûr, dès le dimanche, nous aurons les inaugurations qui vont commencer avec la région d'Ali Sabié. Le ministère délégué chargé de la décentralisation est résolu, sous l'impulsion de son ministre, son Excellence Qassim Haroun Ali, de redoubler d'efforts et de jouer pleinement son rôle afin de renforcer les capacités des conseils régionaux dans le cadre du projet ADIL. Et suivant cette fois cette réaction d'un des participants à cette réunion. L'ensemble des membres éminents du comité de pilotage du grand programme ADIL. ADIL, ça veut dire programme d'appui au développement des initiatives locales pour les 5 régions, a eu lieu ce matin au sein du Palais du Peuple. Comme vous le savez, la République de Djibouti, à travers bien sûr l'ordonnateur national qui est le ministère des Finances, a signé un très grand programme ambitieux. L'objectif général et principal de ce programme, de ce financement, c'est comment favoriser le développement inclusif des régions. Comme vous le savez, la République de Djibouti connaît ces derniers temps un développement économique, un développement socio-économique spectaculaire qui est de l'ordre de 6,5 jusqu'à 7%. Mais malheureusement, ce développement n'est pas inclusif. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce programme a vu le jour. Donc, ce programme comporte 3 volets. Un volet de renforcement des capacités, un volet de renforcement des institutions et un volet d'investissement. Mais nous, en tant qu'élus et en tant que comptables devant le peuple qui nous a élus, parce qu'il faut savoir, nous sommes redevables devant la population qui nous a élus, ce qui nous intéresse, c'est ce développement inclusif tant recherché par notre pays. Donc, nous mettons l'accent sur les investissements. Donc, aujourd'hui, on est à la 2e réunion du comité de pilotage et heureusement, les investissements ont commencé dans toute la région et seront étalés sur 4 années. Petit à petit, par exemple, nous avons commencé des investissements de l'ordre en deçà de 5 millions, mais à partir de la fin de cette année, surtout au début de l'année 2022, c'est des investissements de l'ordre de 70 à 90 millions qui seront lancés dans toutes les régions. Et à l'instar du reste du monde, notre pays a célébré hier, 20 octobre, la journée internationale des chefs cuisiniers au Sénégal Center d'Arta. Cette journée a rassemblé le président du conseil régional d'Arta, Amar Bou, le directeur du Sénégal Center et plusieurs jeunes étudiants en cuisine. Cette journée est célébrée chaque année le 20 octobre depuis 2004 et vise ainsi à sensibiliser le grand public aux réalisations et aux mérites, tandis que l'importance de tous ces hommes et femmes qui travaillent professionnellement en tant que cuisiniers. Elle a également pour but de rendre hommage à tous les professionnels de la cuisine. Ça ensemble entre la direction et les chefs, les professeurs et les élèves. Et je vous souhaite que vous deveniez, Inch'Allah, un jour de grands chefs comme nous, que vous allez travailler bien dans les marchés locaux, dans les hôtels. Et je pense déjà les mentions complémentaires, ils ont déjà fini leur formation. Ils auront bientôt leur certificat et diplôme. Et ils vont bientôt, Inch'Allah, aussi aller travailler. Et comme il a dit Saïd, parmi eux, et le meilleur, ils vont travailler avec nous. Et les BTS, ils sont en 2e année. Et eux aussi, bientôt, ils partiront en stage pendant 2 mois. Et après, dès qu'ils reviendront, ils finiront l'année pour avoir leur diplôme de BTS. Et nous sommes là ici pour donner tout l'effort qu'on avait, partager toute l'expérience avec les élèves pour améliorer. On ne doit pas rester le seul chef à Djibouti. On doit partager l'expérience. On doit créer une famille. Et tout ça, c'est grâce au ministère de l'Éducation et au président de la République, son Excellence Mme Guélé, et la première dame. Dans l'actualité internationale, nous allons en Libye où une conférence internationale pour consolider la transition à l'approche d'élections. Tripoli a accueilli aujourd'hui, 21 octobre, une conférence de soutien à la stabilité de la Libye en présence de représentants de nombreux pays étrangers pour consolider le processus de transition à 2 mois d'une élection présidentielle cruciale. Selon Tripoli, la secrétaire générale adjointe de l'ONU des affaires politiques, Rosemary Di Carlo, a assisté également le chef de la mission onusienne en Libye, Jean Riby, et notamment le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, des représentants notamment d'Italie, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de la Turquie, du Qatar, de l'Algérie, de la Tunisie, du Tchad et du Soudan ont également assisté
à cette conférence. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.